Au large des côtes du Sénégal, perdues dans l'immensité de l'Atlantique, s'élèvent 10 îles balayées par les vents. Des morceaux de terre arides, isolés, mais vibrants d'une force tranquille. Voici le Cap-Vert, un archipel qui semble presque invisible sur la carte du monde, mais dont chaque grain de sable, chaque souffle d'alizé raconte une histoire singulière. Dans ces terres volcaniques battues par les tempêtes, la nature n'offre ni forêts luxuriantes, ni rivières abondantes. Et pourtant, une nation s'y est enracinée. Une nation née de la rencontre brutale entre l'Europe et l'Afrique. Une nation façonnée par la douleur de l'esclavage, l'exil de la diaspora et la douce mélancolie d'un peuple qui n'a jamais cessé de croire à un lendemain meilleur. Ce documentaire vous invite à explorer les profondeurs de l'histoire cap-verdienne, à comprendre comment ces îles, si petites et si isolées, sont devenues un symbole de résilience et de dignité. Préparez-vous à découvrir le Cap-Vert, une terre d'épreuves mais aussi d'espoir. Bien avant que l'homme ne pose un pied sur ces îles, le Cap-Vert est né d'un chaos de feu et de lave. Il y a des millions d'années, une intense activité volcanique sous-marine, alimentée par le point chaud de l'Atlantique, a donné naissance à un archipel de 10 îles et de plusieurs îlots. Un miracle géologique. Chaque île a son relief, son caractère. Santo Antão, verte et escarpée. Sale, plate et aride. Fogo, majestueuse, dominée par le Pico do Fogo, ce volcan actif qui rappelle que cette terre est encore vivante, imprévisible, en perpétuel mouvement. Durant des millénaires, ces terres restent désertes. Aucun être humain, aucun animal. Seul le vent, seule la mer. Jusqu'au XVe siècle, le Cap-Vert est un archipel oublié du monde, pur et silencieux. En 1456, des navigateurs portugais, parmi lesquels figurent Diogo Gomes et Antonio Danoli, accostent sur les îles du Cap-Vert. Fascinés par ces terres vierges, ils décident de les revendiquer pour la couronne portugaise. L'archipel devient officiellement une colonie portugaise quelques années plus tard. Très vite, les colons réalisent l'importance stratégique du Cap-Vert. Situé à la croisée des routes maritimes entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, l'archipel devient un carrefour incontournable pour le commerce. Les Portugais y installent des comptoirs, construisent des ports et fondent Ribeira Grande sur l'île de Santiago, la première ville européenne fondée en Afrique subsaharienne. Mais ce développement s'accompagne d'une entreprise brutale, l'introduction de l'esclavage. Des milliers d'Africains sont capturés sur le continent et amenés de force dans l'archipel pour y être vendus, exploités ou transbordés vers les Amériques. Le Cap-Vert devient ainsi un maillon central du triangle tragique de la traite négrière. Du XVe au XIXe siècle, le Cap-Vert vit au rythme du commerce humain. Les esclaves africains sont vendus sur les quais de Cidade Vela, transférés vers les Caraïbes ou employés dans les plantations locales. Les conditions de vie sont inhumaines. Les révoltes sont réprimées dans le sang. Et pourtant, c'est dans cette douleur que se forge une identité nouvelle. Peu à peu, les frontières entre les colons, les affranchis, les métis et les esclaves se brouillent. Une population créole naît, à la croisée des cultures africaines et européennes. Une langue commune, le criolou, se développe. Un mode de vie hybride s'impose. La musique, la poésie, la religion, tout devient un outil de survie. Les Capverdiens apprennent à résister non par la guerre, mais par la culture. Ils tissent des liens invisibles, construisent des familles dispersées et posent les bases d'un peuple unique, digne et fier malgré les chaînes. Dans cette douleur, nous avons trouvé notre force. Nos chants, nos danses, nos prières, tout cela était notre manière de dire que nous existions, que nous résistions. Nous avons transformé notre souffrance en une culture riche, en une identité qui nous appartient. Nous avons appris à être résilients, à espérer, à croire en un avenir meilleur. À partir du XVIIIe siècle, l'abolition progressive de l'esclavage et la perte de rentabilité du commerce transatlantique affaiblissent l'importance stratégique du Cap-Vert pour le Portugal. L'archipel est peu à peu oublié par la métropole. Privées de ressources, les îles sont livrées à elles-mêmes. Le climat, rude et instable, provoque de longues sécheresses. Et sans infrastructures ni réserves,
le Cap-Vert plonge dans des famines meurtrières. Celle de 1947 est particulièrement terrible. Des milliers de morts, des villages entiers décimés. Face à la misère, l'exil devient une réponse. Des bateaux quittent les ports capverdiens en direction de l'Amérique du Nord, du Portugal, du Brésil. La diaspora s'élargit, mais avec elle, l'identité capverdienne se renforce. Même loin de leurs îles, les Capverdiens n'oublient pas d'où ils viennent. Au XXe siècle, alors que l'Afrique s'éveille aux idées de libération, le Cap-Vert s'inscrit dans le vaste mouvement anticolonialiste. Une figure émerge, Amilcar Cabral, penseur, stratège et patriote. Bien que né en Guinée-Bissau, Cabral rêve d'unir son pays d'origine et le Cap-Vert en une seule nation. Il fonde le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et organise la résistance contre l'Empire portugais. En Guinée, les combats font rage. Au Cap-Vert, la lutte est intellectuelle, politique, silencieuse, mais déterminée. Cabral est assassiné en 1973, mais son rêve survit. 2 ans plus tard, en 1975, le Cap-Vert proclame son indépendance. Loin d'un éclat révolutionnaire, c'est une libération mûrie, calme, obtenue par la conviction et la solidarité. Après l'indépendance, le Cap-Vert hérite d'un lourd fardeau. Peu d'eau, pas de ressources naturelles, un isolement géographique et une économie fragile. Mais ce jeune pays mise sur ses plus grandes forces, l'éducation, la paix sociale et la solidarité familiale. Très vite, l'État investit dans la santé et l'alphabétisation. Les taux de scolarisation progressent. Le Cap-Vert devient un modèle démocratique en Afrique, avec des élections régulières et une alternance pacifique du pouvoir. Le tourisme devient un levier important de développement, notamment sur les îles de Sal, Boa Vista et Maio. Mais l'État tente de maintenir un équilibre entre croissance économique et préservation de l'environnement. Le Cap-Vert ne se comprend pas sans sa musique. La morna, genre musical mélancolique, est le reflet parfait de l'âme capverdienne. Douce, nostalgique et pleine de fierté. Césaria Évora, figure emblématique, incarne cette musique dans le monde entier. Sa voix rauque, ses pieds nus, sa dignité ont donné au Cap-Vert une reconnaissance mondiale. Derrière elle, une génération entière d'artistes capverdiens a émergé. La diaspora, qui représente aujourd'hui plus de la moitié des Capverdiens, continue d'entretenir des liens étroits avec le pays. Elle envoie des fonds, des idées, des rêves. Le Cap-Vert est à la fois un pays et une émotion partagée à travers les océans. Aujourd'hui, en 2025, le Cap-Vert continue de faire face à des défis de taille. Le changement climatique aggrave les sécheresses, menace l'accès à l'eau et pèse sur l'agriculture. Le chômage des jeunes reste élevé. Le pays dépend fortement des importations et des aides étrangères. Mais l'avenir n'est pas sans lumière. Le Cap-Vert développe les énergies renouvelables, avec un objectif ambitieux, atteindre 50% de production verte d'ici 2030. L'investissement dans la connectivité numérique ouvre de nouvelles opportunités pour les jeunes entrepreneurs et les talents diasporiques. Le pays poursuit son engagement pour la paix, le dialogue et la diplomatie. Il est devenu un exemple de stabilité politique en Afrique de l'Ouest. Et surtout, il reste fidèle à ses valeurs. Résilience, dignité, ouverture. Le Cap-Vert est un paradoxe géographique. Un petit point sur la carte, un archipel isolé, sec, aux ressources limitées. Et pourtant il brille. Par son histoire, il enseigne la complexité du métissage. Par sa musique, il transmet l'émotion d'un peuple. Par sa gouvernance, il inspire la confiance. Le Cap-Vert n'est peut-être pas riche en or, mais il est riche en humanité. Et tant que ses voix chanteront, que ses enfants rêveront, le Cap-Vert continuera d'exister comme un phare dans l'Atlantique.